bonjour à tous, ici Lucasfille, bonjour Aurélie. Bonjour Claire. En cette période de rentrée des classes, on se propose de vous purger pour bien commencer la fin de l'année avec le mariage de la princesse Leia. Un livre vintage qu'on a lu quand il est sorti il y a 25 ans. Et le revisiter un quart de siècle après, c'était... Ouais, ça m'a fait l'effet d'un bon laxatif. Je sais pas ce que t'en penses, mais... ça m'a surtout... J'ai surtout compris pourquoi j'avais complètement oublié l'histoire, en fait. Oui. Parce que j'avais aucun souvenir de cette histoire, à part la couverture, qui, je crois, est l'essentiel du livre. Hein. La couverture fait le livre, quasiment. Bon, il y aura des choses quand même à dire. C'est vrai que ce livre, on l'avait prévu sur les 2 mois de vacances. Bon, en général, toutes les deux, on a un débit assez rapide avec les bouquins. Là, j'ai eu l'impression de me le trimballer pendant toutes les vacances. Alors, ça a été compliqué. Hein. Il a bougé. Il a bougé dans mon sac. Il est allé à la plage. Il est allé aux terrasses. Il est allé au plumard. C'est Martine à la plage, Martine en Vendée, Martine à la piscine. Tout. Ah, c'est un peu ça. Il n'y a que le vélo qu'il n'a pas fait, je crois. Hein, mais dis donc. Ouais, pareil, mon exemplaire fait des kilomètres et tout. Et pour vous dire à quel point le truc, c'était une corvée. Toi, tu l'as fini hier, je crois? Ou avant-hier? Avant-hier. Non, avant-hier. T'as été plus studieuse que moi. Moi, je l'ai fini il y a quelques heures. Là, ce matin, c'est pas grave, tu l'as fait acculé, quoi. Malheureusement, c'est pas un livre que je vais pouvoir utiliser pour caler des meubles parce que moi je l'ai sur mon Kindle, mais bon. Alors on sait que parmi vous, il y a des auditeurs et surtout des auditrices qui apprécient ce livre, qui étaient très excités à l'idée qu'on fasse cette review et qu'on s'y attaque pour le book club. Donc nous on l'a pas re-aimé, hein, on l'a détesté une deuxième fois, etc. Parce qu'on a trouvé que c'était vraiment du what the fuck, mais si vous y avez trouvé votre compte, c'est super. On est ravis pour vous. Et puis on sera sans doute plus en phase pour les prochaines lectures. Mais bon, attendez-vous à ce que ça bâche pas mal. Et à ce qu'on se marre quand même, enfin... disons que il faut pas minimiser effectivement l'impact que ce livre a eu sur une génération, voire 2, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'était à une époque où il y avait rien d'autre à se mettre sous la dent que justement l'univers étendu. Ouais. Et que si tu voulais retrouver les personnages qui sont maintenant légendes, hein, du coup cette partie-là, mais bon, qui étaient des légendes avant que ce soit le terme soit appliqué au fait que c'est tout ce qui est hors canon, pouvoir retrouver Leia, Anne, Luc et compagnie, c'était un cadeau. Donc c'est vrai que je conçois que quand ces livres étaient sortis, il y avait une excitation et que ça a pu faire rêver plein de gens qui du coup ils trouvaient leur compte, hein. Ça a dû jouer. Il y avait que ça. Il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent à part les romans ou le jeu de rôle pour ceux qui faisaient du jeu de rôle, mais typiquement c'était pas des situations où tu te retrouvais avec nécessairement les personnages de la trilogie, quoi. Et puis c'est vrai que la relation entre Anne et Leia, c'était quand même finalement fille ou garçon, c'est quelque chose qui a beaucoup plu dans la trilogie d'origine, donc qu'on en ait voulu plus. Moi la première c'est normal, donc quand le livre est sorti j'étais là ouais super. J'ai déchanté, j'avais presque tout oublié, le relire ça a été une redécouverte, mais comme toi je me suis souvenu pourquoi je l'avais oublié. Je pense que c'est pour ça que personnellement je ne me suis pas investie dans l'univers étendu pendant toutes ces années, parce que probablement en tombant sur ces livres, je me suis dit non, c'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire. Alors comme on disait, je crois que c'était sur une playlist asiatique, quand on vit sur Glass no Kamen, on avait parlé de ça, c'est bien des fois de revoir les choses parce que tu les regardes pas de la même manière, tu t'intéresses pas aux mêmes éléments. Donc là du coup c'est vrai que par rapport à cette relecture, il y a quand même des choses positives que je vais mettre en avant, que j'ai appréciées dans la lecture. On va dire qu'il y a... En tout cas, je vais mettre un A+, pour l'effort de l'auteur. Il y a des choses qui valent la peine d'être soulignées au niveau des intentions, on va dire. Après que la production nous ait donné satisfaction, dont toi comme moi, la réponse est non. Alors après, en commentaire, on attendra de voir ce que vous en avez pensé. Et si c'était votre impression de l'époque, ou est-ce que ça a été changé par votre lecture, ou est-ce que vous l'avez déjà relu? Peut-être que d'ailleurs vous êtes resté simplement sur une impression de l'époque, et puis dans ce cas-là, on vous encourage vraiment à le relire, parce que il y a des choses qui sont moins séduisantes. Alors c'est vrai que l'auteur, si on revient sur l'intention de l'auteur, donc Dave Wolverton, il est devenu connu avec ce bouquin en fait. Il écrit également sous pseudo David Farland. Il écrit de l'heroic fantasy. Mais lui, il voulait faire ce roman parce qu'il avait vu le Héritier de l'Empire de Timothy Zahn. Alors toi, tu l'avais lu, hein, donc moi je l'avais pas lu, mais il disait que le mariage de Leia et Anne avait été mentionné comme ça, mais alors vraiment c'était une note de bas de page. Et lui, il lui semblait, et là c'est encore
pour ça que je dirais qu'il y a une magnifique intention de l'auteur, que c'était peut-être pas très normal qu'un événement aussi important finalement par rapport à l'investissement qu'on avait sur ces personnages soit passé un peu sous silence, qu'il n'y ait pas un roman qui soit dédié à ça. Et donc du coup il a voulu faire ce qui manquait, on va dire, combler les manques par rapport au magnifique événement qui était le mariage du siècle de la galaxie là, entre Anne et Leia. Alors, qu'il l'ait bien fait, soit un autre problème. Moi, ce qui m'a gênée, c'est que je reconnaissais pas les personnages. Même celui de Luke, dont on va être amené à parler aussi. Pour moi, ils étaient souvent out of character. Et ça m'a un petit peu saoulée. Mais ça m'avait pas autant frappé quand je l'avais lu adolescente. Donc ça, c'est plutôt rigolo. J'étais ravie d'avoir un petit peu plus de romance dans l'univers étendu, parce que c'est vrai que ça... Les autres romans, c'était beaucoup d'histoires de Jedi, de géopolitique. T'avais Anne et Leia, ils construisaient leur famille, mais c'était pas... La romance était toujours au deuxième plan, quoi. Et donc là, c'était quand même intéressant que d'avoir vraiment une romance. Mais par contre, on retrouve toutes les grosses ficelles que vous allez trouver dans n'importe quel roman harlequin, mais en moins bien. C'est-à-dire qu'il maîtrise beaucoup moins ces clichés de la romance ou des bouquins faits pour les filles que une autrice dont ce serait le gagne-pain depuis... Et à l'époque, je lisais déjà pas mal d'harlequins, de romans dans la collection Aventure et Passion chez J'ai lu. Et forcément, ce livre-là, Le mariage de la princesse Leia, a pas bénéficié de la comparaison. Je crois quand même ça lui a joué des tours parce que... Par contre, encore une fois, effort sur l'intention de l'auteur, parce que c'est quand même un auteur qui avait pas peur justement d'annoncer haut et fort, qui lui, il voulait écrire une romance pour Star Wars. Il l'a marketé comme ça, il l'a écrit comme ça, il avait aucune honte à le dire qu'il l'avait fait comme ça. Et par rapport à l'univers de Star Wars, j'ai envie de te dire que c'est rien que ça me le rendrait plutôt sympathique, qu'il ait osé prendre ce parti pris. Alors après, lui, il avait dit qu'il voulait les feux d'artifice. Moi, je dirais que c'était plutôt un pétard mouillé qu'un feu d'artifice. Et on va dire tout de suite, parce que toi tu l'as lu en version française, moi je l'ai lu en version originale. Je vais tout de suite dire un truc sur la traduction, que l'appeler le mariage de la princesse Leia, c'est une arnaque. Oui. Parce que c'est pas tellement le mariage de la princesse Leia que le titre original qui est The Courtship of Princess Leia, donc c'est-à-dire la conquête ou la séduction de la princesse Leia. C'est pas l'essentiel, c'est pas le mariage de la princesse Leia, c'est-à-dire c'est ce qui se passe avant. C'est vraiment personnage masculin qui lui font la cour, c'est vraiment faire la cour à la princesse Leia, quoi. Donc c'est toute la phase de séduction. La manière de faire la cour, on en reparlera. Bon, en même temps, si vous avez vu notre vidéo sur le sexe dans Star Wars, vous savez que les Skywalker ou leurs pièces rapportées, enfin l'objet de leur désir, les parades nuptiales standards, c'est pas dans leur corde, et ça se confirme avec ce livre. Ce qui est très marrant, c'est que c'est un livre qui a quand même été écrit pour un regard féminin. Il s'en cache pas, effectivement, tu as raison de le souligner. L'auteur a vraiment eu comme dessein de faire une romance dans Star Wars, et ça c'est très très bien. Il en utilise les ficelles avec plus ou moins de bonheur, on va y revenir dans le détail. Mais il y a quand même aussi des éléments pour rattraper les fanboys. Pour plaire aux fanboys qui s'en foutent en fait de la romance, il y a suffisamment de passages avec un look badass hyper cheaté pour satisfaire les fanboys de service, quoi. Dont il est l'insert, enfin celui auquel il s'identifie le plus. Je pense que on peut peut-être faire le contraire que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire peut-être commencer par ce qu'on a bien aimé, parce que je sais plus de choses qu'on n'a pas aimées. C'est ça. Donc il y a quand même peut-être des choses qu'on a bien aimées toutes les deux. Alors déjà on pourrait dire que c'est lui qui a inventé les Sœurs de la Nuit. Mm-hmm. Alors ça aussi, c'est un truc que je vais mettre en intention positive de l'auteur, c'est-à-dire qu'il avait clairement dit, il trouvait qu'il fallait donner plus de personnages féminins et des personnages féminins d'envergure, avec qui ait plus de présence féminine, et qui voulait montrer que c'était pas des demoiselles en détresse. Donc il a créé tout un système matriarcal, aussi bien les Sœurs de la Nuit que la planète Apes. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de personnages féminins, et encore une fois, il faut lui rendre cette grâce-là, parce que c'est un des rares auteurs à le faire dans Star Wars, et que ces idées, donc l'idée des Sœurs de la Nuit, donc qu'il a créée, va être reprise après par George Lucas et Dave Filoni, quand ils vont faire tout ce qui est le passé de Darth Maul et la guerre des clones, etc. Ils vont reprendre ces éléments-là, qui avaient été créés par Dave Wolverton. À la relecture, je me suis pas focalisée sur les mêmes choses, j'en attendais pas les mêmes choses que quand j'étais adolescente, donc pour moi la romance elle est vraiment passée au second plan, alors que c'était ma motivation
principal quand je l'ai lu dans les années 90. Là, je voulais en apprendre davantage sur les Sœurs de la Nuit parce que Asajj Ventress me fascine. Dans le livre des Sith, ce que Palpatine en dit des pratiques du côté obscur de ces Sœurs de la Nuit sur Dathomir, je trouvais ça fascinant. Cette approche complètement différente de la Force et du côté obscur. Et donc ça, c'est de ce point de vue-là, j'étais très très intriguée. Et puis pareil sur le consortium de Apes, moi j'aurais été complètement larguée, je pense que ça m'était passé complètement au-dessus de la tête quand je l'avais lu il y a 25 ans. Si j'avais pas lu, enfin en tout cas commencé la fanfic de Diastérisme, c'est Landscape with a Blur of Conquerors, je crois, un truc comme ça, où en fait on se rend compte que Rey et la Chumeda, c'est-à-dire l'héritière, là pareil c'est un système matriarcal, de la couronne du consortium de Apes. Et donc en fait, d'avoir lu cette fanfic, ou en tout cas une partie de cette fanfic, avant de me replonger dans le mariage de la princesse Leia, ça m'a vachement aidé à raccrocher les wagons sur le système et la politique très très particulière de cet amas de planètes en fait, hein, qui est dirigée par une femme de poigne. Donc ça, j'avais trouvé ça... je trouvais ça intéressant. Finalement, c'est ces choses-là, donc plus des choses de world building qui m'ont intriguée et maintenue à peu près... enfin, juste au-dessus de l'encéphalogramme plat pendant la lecture, pendant cette deuxième lecture-là, cet été. Ah bah c'est sûr que si tu veux retrouver des personnages féminins, comme je disais, t'en as plein. Et c'est vrai que les systèmes de matriarcat, il y en a beaucoup. Les Sœurs de la Nuit et Apes. Et bon, également le rôle qui est pris par Leia... là-dedans est intéressant pour ça. Et aussi, un truc que j'ai noté qui était qu'il y a beaucoup de références aux insectes. Oui. Dans le livre. Et justement, c'est pas anodin, puisque la plupart du temps, les colonies d'insectes fonctionnent sur un système de matriarcat, parce que souvent une reine la reine des abeilles, enfin, tu regardes les araignées féminines sont plus grosses que les mâles, les menthes religieuses, enfin, du coup s'intéresser à cet univers des insectes-là en parallèle, sur le plan thématique, j'ai trouvé ça intelligent, si tu veux. Par exemple, à un moment, il y avait une allusion à l'éveil de la conscience chez... une colonie d'insectes. Je pensais que ça allait plus partir, on va dire, là-dessus, justement, sur cette question, tu vois, de la colonie autour de la reine, etc. Alors, j'étais un petit peu déçue, mais néanmoins, je vais donner également ce crédit qu'il a respecté une certaine cohérence thématique dans ses images ou dans son système de métaphores. Clairement, il y avait une ambition... qu'il faut saluer. Malheureusement, à l'exécution, c'est un peu plus... Enfin, il y a beaucoup de maladresse, quoi. C'est dommage. Mais il y a des moments où c'est source on se marre, quoi. On se dit, non, mais... ok, bon. Ce que tu disais, quand on reste quand même sur le positif avant qu'on commence à le bâcher, parce que là, je sens que tu trépignes. Dans le world building, moi, tu vois, parmi les plus, j'avais marqué... Coruscant par exemple, le fait qu'on ait Anne et Leia sur Coruscant, et j'ai trouvé ça bien parce que moi je les avais finalement jamais vus, on les voit jamais sur Coruscant dans la trilogie originale ou après dans la postlogie, c'est quelque chose qu'on voit pas, donc par rapport à la cohésion interne, j'ai trouvé ça intéressant. Moi je dirais que ce que j'ai préféré, on va dire, si je vais dire tout de suite ce que j'ai préféré dans le roman, la seule chose que j'en retiendrai, c'est le personnage de Ténéniel, que j'ai trouvé très bien. Ouais, elle est bien. Qui m'a le plus intriguée, qui m'a le plus plu, qui est plutôt bien écrite et qui du coup, pour moi, a volé la vedette aux personnages pour lesquels normalement tu viens. Enfin, je serais venue pour Anne et Leia, leur romance et puis éventuellement la relation avec Luke, etc. Mais en fait, comme tu disais avant, comme les personnages, je les ai pas reconnus et qu'en plus ils me font chier, je me suis plus intéressée aux intrigues secondaires, donc Ténéniel, que j'ai trouvé très bien. Elle est bien écrite, elle a un arc vraiment sympa. Elle a vraiment une évolution de personnage sympa. Et puis sa culture, parce que Dathomir, en fait, c'est... Moi, j'ai bien aimé quand même les enjeux par rapport à Dathomir et la partie sur les Sœurs de la Nuit, même si c'était très différent de ce à quoi je m'attendais, ça restait intéressant. Moi, ça m'a un peu gonflé quand même, les Sœurs de la Nuit. Je sais pas, ça m'a pas complètement fascinée, ça m'a déçue. Puis je reconnaissais pas par rapport au peu que je connaissais de la guerre des clones, on va dire. Ouais, faut faire abstraction de Mère Talzlyn et Asajj et... Après, il y en a une qui doit être une Palpatine, hein, parce qu'elle provoque des éclairs, donc je sais pas. C'est peut-être la sœur de Palpatine, sa cousine. C'est ça. Après, si on revient sur la question du regard féminin, et on va dire de l'effort du regard féminin, c'est amusant parce que Dave Wolverton, donc qui a eu plein de prix, hein, donc
c'est vrai qu'on va pas être très fan de son écriture là-dessus, mais apparemment, donc c'est un auteur avec des récompenses et qui a animé des ateliers pour former des futurs écrivains, et notamment parmi ses élèves, ses étudiantes, il y avait Stephanie Meyer, donc de Twilight. Donc elle a été formée au mariage de la princesse Leia d'une certaine manière, Stephanie Meyer. Et puis aussi, pendant qu'on reste sur le plan de l'anecdote, on va dire contextualisation de l'auteur et de l'œuvre, une des références qui est donnée par Dave Wolverton comme inspiration, on va dire, à son roman, en dehors de sa volonté de vouloir faire une romance, etc., c'était le film 7 femmes pour 7 frères, hein, Seven Brides for Seven Brothers, qui est une comédie musicale avec des rouquins. Et donc voilà, alors je suis pas complètement sûre de la référence, enfin si, je suis sûre de la référence, mais je suis pas complètement sûre de l'application de la référence, à part le côté enlèvement, mais je pense qu'il aurait pu donner une autre référence, parce que pour le reste, alors s'il y a de la chanson, oh là là. Je pense qu'on va militer, Aurélie et moi, pour qu'il fasse enfin une comédie musicale de Star Wars. Je pense qu'il tourne autour du pot, hein, parce que le nombre de réalisateurs qui finalement aiment les comédies musicales ou nous mettent un peu d'éléments qui viennent de comédies musicales, puisqu'on vient de trouver qu'il y avait des parallèles, nous, avec My Fair Lady dans DJ. Je pense qu'il y a un moment, il faudrait sortir votre comédie musicale. Ça pourrait carrément le faire. Bah, le problème, c'est que je pense qu'ils sont restés sur l'échec du Holiday Special, mais bon... Ouais, mais attends, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre à part se planter, ce truc C'était il y a 40 ans, les gars. Surtout en plus, Disney, ils font des spectacles live qui sont pas mal. Enfin, tu vois, ils ont les moyens de faire des comédies musicales sympas. Ah, puis à une époque, ils faisaient... tu sais, ils les faisaient danser. Ouais. C'est des trucs qui sont sympas, ça marchait bien. C'est dommage qu'ils le font plus. T'avais droit à des chorégraphies de Dark Vador et Darth Maul et Padmé et Leia. Donc, je veux dire... Seven Sisters for Seven Brothers, c'est un peu... Ouais, c'est rigolo comme référence. Ah, c'est kitsch. Ah oui, c'est kitsch. Mais voilà, le roman est kitsch. Ah bah le roman est kitsch, oui, mais de toute façon, avec la couverture, elle va bien avec, si tu veux, c'est vrai que c'est kitsch. Hein. Ouais, et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, on s'est échangé des textos et tout, je disais, mais putain, j'ai l'impression de lire Angélique, quoi. Et il y a de ça, c'est de la romance à l'ancienne, quoi. C'est de l'arlequin à l'ancienne. C'est de la romance à l'ancienne, ou comme je t'avais dit, c'est un drama asiatique raté, parce qu'il y a tous les éléments du drama asiatique, hein, donc les histoires de succession, de trône, les enlèvements, la CGI dégueulasse avec des monstres de merde, la belle-mère qui veut tuer tout le monde et qui est une bitch de première. Enfin, on a la galerie des garces habituelle. Enfin, je sais que je passe beaucoup de temps dans les dramas, mais franchement, je souligne. La mayonnaise aurait pu prendre, il y avait des bons ingrédients, mais ouais. Si tu restes en positif par rapport à la question du regard féminin que on a commencé à mentionner, avec le fait que c'était pensé un petit peu comme des romans d'amour. Alors d'abord, pour repréciser, la question de regard féminin qui est souvent plutôt appliquée, on va dire, au cinéma. Bon, on peut également le mettre en roman. Alors qu'on soit clair, t'as pas besoin d'être une femme pour avoir un regard féminin. En fait, il y a beaucoup d'auteurs masculins et de réalisateurs masculins qui ont un regard féminin dans leur manière de raconter une histoire ou de filmer une histoire, donc on peut enlever ça. Donc il pourrait très bien avoir un regard féminin, et je dirais que d'une certaine manière il l'a sur certains aspects, parce que est-ce qu'on a un personnage féminin central? Oui et non, parce qu'il y en a plusieurs, mais alors on se retrouve, moi je dirais que par rapport à Ténéniel, la question du regard féminin elle se pose bien là. Pas sur Leia. Le problème c'est que sur les personnages principaux ça marche pas. Mais si on voit l'expérience féminine à travers les yeux de Ténéniel, elle est intéressante, elle se pose là. La question de la réification du corps féminin et de la sexualisation, elle est également posée. Il n'y a pas la sexualisation qu'on avait dans le Retour du Jedi avec une Leia esclave. Au contraire, on va avoir des hommes qui sont présentés de manière réifiée ou en tant qu'objet du désir. Donc c'est le cas d'Isolder au début. C'est pas pour autant que c'est un regard féminin, parce que juste renverser la perspective, ça fait pas en soi que c'est un regard féminin. Par contre, à un moment, tu as Isolder qui est en train de fantasmer sur Ténéniel, et le regard, il est renvoyé par la perspective de Ténéniel qui prend conscience qu'elle est regardée et interagit avec lui par rapport à cette érotisation de son corps. Et ça, je dirais que c'est du regard féminin. Donc à certains moments, c'est présent et c'est bien fait. Après, c'est que c'est noyé dans un gloubi-goulba pas forcément très digeste, mais par rapport à d'autres œuvres Star Wars qu'on peut avoir ou qu'on va peut-être trouver, voilà,
je dirais qu'il y a des petits moments. Oui, en fait, c'est surtout pour les personnages principaux qu'on est dans un regard masculin, en fait. Où Leia, c'est normal. Un petit peu... ouais, voilà, c'est ça. C'est normal, c'est le regard du fanboy qui a vu les films. Qui a vu les films, et Leia, c'est un petit peu la récompense. C'est le gros lot, quoi. C'est le gros lot pour Anne, c'est le gros lot pour Isolder, c'est le gros lot... Oh, du coup, moi, j'ai une golo dans la case avec Leia. Tu vois... maintenant, faut que je trouve le gif. Merci Claire. Donc, tout le monde veut faire une golo avec Leia dans la case. Ah, c'est ça. Par son frère, quand même, faut pas déconner, mais... Ah, oui, alors ça aussi. Bon, alors, du coup, ouais. Faudrait peut-être qu'on refasse le pitch, quand même, d'abord. On n'a pas fait, c'est pas bien. De quoi ça cause? Alors, on est en 8 après la bataille de Yavin, 4 ans après le retour du Jedi. Donc déjà, l'avantage dans le canon Disney, c'est que Leia et Anne, ils ont dû tenir 3 mois grand max avant de mettre Ben en route. Hein. Ils ont pas attendu 4 ans Certains pour vont te dire que c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais bon... Là, en tout cas, ils avaient rien mis en route. Hein. C'est même ça. Déjà, ça commence déjà sur un truc que je comprends pas, c'est-à-dire comment ça se fait qu'ils sont toujours pas maqués, mais bon, voilà. Ouais, 4 ans après la victoire d'Endor, l'autre, ça fait 4 ans qu'il se la met sur l'oreille. Puis elle a envie de lui aussi. Enfin, je ne comprends pas. Alors non, justement, parce que c'est bien ça le problème du début, c'est que tu as l'impression que ils n'ont pas réglé la question de savoir s'ils sont amoureux ou pas, quoi. Hein. Ouais, il y a une espèce d'ambiguïté qui... on raccroche pas trop les wagons avec la fin de l'épisode 6 où ça avait l'air quand même plutôt clair. Donc du coup, ça commence par une proposition de mariage auprès de Leia, donc qui vient d'Isolder, donc le prince héritier. Alors vraiment, j'ai l'impression d'être en drama asiatique quand je dis ça. Hein. Donc le prince héritier d'Apes, qui du coup est... pour le coup, le lot de consolation, on va dire, enfin le gros lot, lui, normalement aussi, puisqu'il vient délivrer la proposition, parce que l'épouser permet de devenir la reine du système, et c'est vrai que Leia, elle a un problème de base, qui est qu'elle a plus sa planète, et donc elle est une princesse virtuelle, parce que ça repose sur rien, et qu'elle aimerait bien essayer de récupérer une planète sur laquelle reconstituer Alderaan, avec les quelques Alderaaniens qui restent, pour pouvoir refaire sa culture, et donc du coup récupérer le statut de reine-mère d'un système lui permettrait de pouvoir réinstaurer Alderaan. Ce qu'il y a aussi dans la balance, c'est que ça permet de faire une alliance entre la Nouvelle République et le consortium d'Apes, qui est quand même extrêmement puissant militairement, qui est isolationniste à la base, etc. Et il faut savoir que 4 ans après la bataille d'Endor, la Nouvelle République se bat encore contre des seigneurs de guerre, les reliquats de l'Empire, qui font chier, quoi. Et ça, c'est normal, hein. Même dans le canon actuel, voilà, même si là, on est dans l'univers légende, dans le canon, c'est resté. Le fait que... qui font chier la Nouvelle République. Donc c'est vraiment une alliance qui est désirable à bien des niveaux. Et Leia, avec son fin sens politique, elle considère très sérieusement d'accepter la demande en mariage d'Isolder. Sauf que proposition politique, on pourrait dire que c'est un mariage arrangé sur des raisons purement politiques, sauf que c'est également une proposition d'amour, parce que lui, il a flashé sur elle, sur la princesse Leia, il est tombé amoureux d'elle, donc Isolder, et c'est réciproque, et c'est là qu'avec Aurélie, je pense qu'on a dû lâcher l'affaire. Ah ouais. parce que là, on n'a pas compris que... Alors, on s'est dit, hein, on en avait parlé toutes les deux, c'est pas possible, elle a été droguée, il lui a fait de l'hypnose, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voit arriver le mec torse-poil avec un petit t-shirt transparent, tu vois, comme dans un drama asiatique. Et puis, bizarrement, ça y est, c'est fini. Alors, Han Solo balèque. Du coup, Han Solo, il a plus qu'à aller dans les casinos pour étancher sa soif, traîner sa dépression. Oh là là, mais dis donc, c'est le magnifique loser, quoi. Alors, je sais bien que c'est un magnifique loser, mais là, encore une fois, j'ai pas compris non plus de le trouver là en complètement dépressif, Humphrey Bogart au début, là. Après, faut admettre que tous les gens d'Apes sont extrêmement beaux. Ce sont les humanoïdes les plus beaux de toute la galaxie. Mais alors du coup, ce qui est emmerdant, c'est que Leia... moi, je trouvais que ça détruisait le personnage de Leia. T'as l'impression qu'elle a plus aucune force de caractère. Elle est comme une girouette. Elle aime plus Anne. Elle aime le bellâtre, machin. Enfin... Décide-toi, ma fille. Elle est séduite vachement rapidement. Enfin, c'est
C'est du jour au lendemain, allez hop. Ah ouais, elle l'emballe dans le jardin ou je sais pas quoi, ambassade. Anne, oui, on va dîner ensemble. T'as l'impression qu'elle lui jette un os, elle lui fait l'aumône. En fait, elle le calcule presque plus. Elle veut pas le faire souffrir, c'est un ami et tout. Là, je me disais, mais attends, c'est quoi ce redcon Et pareil, ça m'avait pas choqué. En tout cas, j'en garde aucun souvenir de ma première lecture, quoi. Mais en fait, c'est... Ouais, elle est pas dans le personnage de Leia, limite, moi, elle m'a saoulée, j'ai envie de lui foutre des tartes, quoi. Je dis, rendez-moi Leia. Et pendant ce temps-là, Luke, me direz-vous, bah Luke, il est sur une bite. Ça le change. Il est sur un vaisseau bite. Donc déjà, rien que là, j'étais déjà écroulée sous la table. Je sais bien, hein, mais j'arrive pas à m'en remettre moi, à chaque fois. Hein, pareil, bah maintenant, j'avais un visuel, je le voyais avec des bites partout dans le vaisseau. Bah, faut dire qu'il y en aura pas forcément beaucoup dans ce roman, puisqu'il y a beaucoup de femmes, donc au moment de passer quelques bits, tu peux. Et lui, Luc, Saint Luc, priez pour nous, il cherche des archives Jedi, des anciens temples Jedi, etc. Et il est, mais cheaté, mais d'une force. Bah, il est soit cheaté, soit il est prêchi-prêcha, et j'ai envie de te dire que là aussi, moi, j'ai pas reconnu, encore dans la relation avec les personnages, les héros, normalement, encore une fois, Luke et Leia, je trouve qu'ils ont une relation de merde. Donc, du coup... Ils en ont pas. Ah ouais, quasiment pas. Ils ont rien à dire. Il est sanctimonieux, il est pompeux, on dirait un Jedi de la prélogie. Penny, oui, à faire la morale, et puis alors avec des pouvoirs illimités, quoi. Il peut puiser dans la force à volonté, tu sais. C'est comme dans les films d'action où t'as pas besoin de recharger ton gun, c'est munitions illimitées dans la force. Non mais n'importe quoi. Ah, et puis un truc aussi, moi, c'est qu'il s'en fout de son père. C'est-à-dire que les rares fois où t'as des allusions à Vador, mais c'est même pas par rapport à mon père, sa rédemption, le conflit, et la nuance, si tu veux. Non, tout ça, on a oublié. Hein, c'est... Le côté obscur, c'est pas bien. Le côté lumineux, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, je sais pas, ça m'a gêné qu'il parle pas d'Anakin Skywalker, l'homme de bien, et qu'il y a vaguement 3 allusions à Vador et le conflit avec Vador. Peut-être à la limite, la seule chose gentille qu'il peut dire sur Vador à un moment, c'est le moment où il se fait torcher le cul. Et il se dit, ah ouais, finalement, Vador, il a été gentil avec moi, il voulait pas vraiment me tuer, parce que dès qu'on veut me tuer, ça se passe pas très bien. Ouais, tout de suite, ça Fermons la parenthèse. Voilà. Et puis alors, Anne en dep, pareil, tu le reconnais pas. Et alors, les trucs qu'il fait pour refaire la conquête de sa dulcinée, Leia la changeante, Leia la traîtresse, hein, presque, on pourrait dire. Leia la connasse, vas-y. Ouais, voilà, Leia la connasse. Moi, il y a eu des moments où j'étais en plein... j'étais entre what the fuck et lol, parce que c'est Han Solo... Même Chewbacca, je le reconnaissais pas. Il a perdu en combativité. Il est vraiment second rang. Tu l'as pas reconnu parce qu'il est shampouiné et tout. C'est pour ça. Il y a que ces 3 PO qui est dans son personnage. Ah non, alors moi j'ai pas trouvé. Tu sais, on n'est pas d'accord là-dessus. Ce C3PO, je trouve qu'il a beaucoup d'autonomie. Il fait des choses qui sont pas typiques de lui. Hein. Il se retrouve quand même à aller faire une déclaration au Sénat au début. Tu vois, je sais pas, comme ça il s'est dit tiens, je vais aller parler devant le Sénat. Tu vois. Un truc que fait ces 3 PO d'habitude. Et il arrive avec un petit speech pour alors attention, pour aller déclarer, ça on peut le dire parce que c'est au début aussi, pour aller annoncer à l'ensemble du Sénat que Anne devrait être mariée avec Leia, d'après lui, tu vois, c'est pas normal que... Donc il intervient d'une manière quand même hyper volontaire, en disant qu'il n'est pas question que Isolder et Leia se marient, parce que Anne est le roi de Corellia, c'est le roi caché. Il a les dossiers qui le prouvent, hein, et donc du coup je dis bon d'accord, c'est 3PO. Puis alors quand il fait pas comme ça à la tribune, c'est 3PO, il est également DJ Troubadour. Alors je t'avais dit c'est le troubadour du Witcher, hein, parce qu'il se retrouve à créer des chansons. Alors comme en plus c'est une boombox ambulante, il fait plusieurs voix, il fait le rythme, il fait le truc, c'est entre Police Academy, tu vois, et puis je sais pas, j'ai pas trop ce qu'il fait, il est sous-doué en vacances, je sais pas quoi dire. Et donc du coup, il crée une chanson. Alors là, on avait eu un grand débat avec Aurélie là-dessus, parce que c'est une chanson à la gloire de Han Solo. Alors, dans la version originale, il n'y a aucune allusion à la chanson en question. Enfin, je ne sais pas quel est l'air de la chanson, mais dans la traduction, le traducteur ou la traductrice, je ne sais pas s'il y a un traducteur, une traductrice. C'était Gilles Dupreux pour Fleuve Noir. Donc, il avait une suggestion d'air. Là, c'était Just a Gigolo. Ah ça, je l'ai retrouvé.
Juste le proprio d'une jolie planète. Bon, spoil un peu là. C'est un gars costaud qui a une sacrée tête. C'est magnifique. Et, alors... et donc tu chantes ça et ça rentre dans la tête de Leia qui après passe son temps à le chantonner. Tu finis par être le petit ver qui s'insinue pour on va dire la reconquête de la princesse Leia. Quasiment j'ai envie de te dire que c'est presque pas les talents de Han Solo qui font qu'elle retombe amoureuse de lui, ou en tout cas ses velléités. Je pense que c'est la chanson Brainwash de ces 3 PO qui fait qu'elle choisit Han Solo. C'est cringe, c'est what the fuck. Non, ouais, le point le plus positif, ça reste le world building. En ça, je trouve que ça se raccroche bien avec ce qui va arriver dans la prélogie quelques années après l'écriture de ce livre, tu vois. Où on visite plein de planètes, il y a plein d'espèces qui sont sur Coruscant, on s'intéresse un peu à la biologie de certaines espèces, les insectes, effectivement, la destinée des insectes qui sont pris dans une espèce de conflit qu'il va falloir protéger ou qui vont devenir réfugiés. Bah voilà, ça c'est des trucs de politique finalement, c'était pas trop chiant, c'était même assez intéressant. Comme quoi, hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui veulent rester dans la partie sans spoil, ce qu'on pourrait dire en conclusion du roman, c'est que si vous pensez y retrouver les personnages de Han et Leia et de Luke, si c'est la raison pour laquelle vous avez envie de lire le livre, bah vous oubliez. Par contre, vous allez y trouver de nouveaux personnages qui sont les personnages secondaires qui sont beaucoup plus attachants et beaucoup plus intéressants, parce que le trio de Choc et de Chic, t'as juste envie qu'ils crèvent rapidement. Ah, de les tarter à la chaîne, quoi. Voilà, et même tous les autres, hein, Chewie, C3PO, on va dire tous ceux qui sont les stars, hein, tu te dis qu'ils passent au second plan, et qu'on peut dire que l'auteur avait effectivement était vraiment plein de bonnes intentions, il avait plein de promesses, enfin on voit qu'il avait envie de faire des choses et qu'il avait de très bonnes idées, mais on va dire que c'est un prêté pour un vomi, hein, parce que le rendu, il est pas à la hauteur, ou en tout cas nous on n'a pas été séduites par le rendu, et que finalement ça laisse une impression un peu de gâchis, ce qui finalement est très Star Wars, tu vas me dire. Oui, finalement tu en as commencé avec la purge, là tu parles de vomi, ça résume bien le ressenti sur ce livre, et puis sur la fin de la saga, on va dire, sans remuer le couteau dans la plaie à nouveau, mais oui voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une ambition. Malheureusement, l'exécution s'est pas montrée tout à fait à la hauteur de l'ambition de l'auteur, un peu à la George Lucas en fait, hein. Prélogie, mon amour, on vous renvoie vers cette vidéo et tout ce qu'on va peut dire sur la prélogie, quelque chose de très très ambitieux, mais finalement qui trouve pas son point d'équilibre et qui déçoit, quoi. Ça va être le moment où on va passer à la partie full spoiler. Donc, si vous voulez malgré tout lire ce livre, écoutez, arrêtez-vous maintenant. Et pour les happy few qui l'ont déjà lu, on continue avec des spoilers. Voilà, on va pouvoir rigoler un bon coup parce qu'il y a de quoi avec ce livre. Hein. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, encore une fois. Hein, Oui, mais là, si tu veux, c'était moins désastreux que pour l'ascension de Skywalker, parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes, hein, et puis il n'arrive pas de tragédie dans ce livre. On peut même dire que c'est un livre avec un happy end. profite dans Star Wars, hein, on va dire. C'est pour une fois, t'as du happy end, mais on aura l'occasion de parler un peu plus en détail de la manière dont après Star Wars a géré son happy end, hein, parce que on a quand même l'habitude. On pensait avoir du happy end après le retour du Jedi, mais c'est vrai que maintenant l'emballage général fait que la saga Skywalker, c'est la cata Skywalker. C'était déjà mitigé avec l'ancien univers étendu parce que le happy end était très très temporaire, hein. Ça c'est parti en cacahuète avec la génération suivante. Finalement, il y a des points communs entre l'ascension de Skywalker et l'ancien univers étendu. C'est toujours le même, hein, c'est-à-dire ne couchez pas, n'ayez pas d'enfants parce que sinon vous allez mourir. Si vous mourrez pas en les faisant, ils vont venir vous buter après. Donc de toute façon, voilà, c'est ça. L'amour romantique, la famille, c'est pas bien. Caca, c'est dangereux. Restez un moine, restez un Jedi. Comme Luke. Comme Luke dans le nouveau canon, parce que il s'en sort quand même mieux non plus. Hein, voilà ce que j'allais dire. Finalement, non. Est-ce que ça vaut le coup d'être un moine et de te priver toute ta vie pour avoir la même fin dégueulasse? Non, finalement. Non. Carpe diem, les mecs. Contrairement aux films d'horreur, rester vierge dans Star Wars ne te garantit pas de t'en sortir vivant. Non, absolument pas.
Regarde Ben, ça lui a pas servi. Oh, Bichoute, quelle tristesse. C'est un happy end très temporaire, hein, ce mariage de la princesse Léa. Le mariage a lieu sur les 2 dernières pages. Ah ouais, ça c'était la déception, hein, ça aussi. Hein. C'est vrai que tu fais tout un truc sur le fait que ça va être le mariage. Bon, on se disait bien, on n'avait pas reçu l'invite. Bon, tu vois, on n'est même pas sûr qu'ils aient mangé plein de petits fours, parce que quand tu vois comment Anne fait la cuisine, tu sais même pas ce qu'il a commandé comme traiteur. Ah, vaut mieux que ce soit elle qui s'en charge, hein, j'ai envie de te dire. Mais si vous vous attendiez à la suivre en mode Pretty Woman, faire les magasins sur Coruscant, choisir sa robe, que quelqu'un lui offre un truc ancien, un truc bleu, un truc... vous oubliez, hein. Parce que même finalement, la description du mariage, elle est décevante, parce que, tu vois, la robe. Bon, alors tu la visualises comme l'a visualisé le Drew, là, le dessinateur, là, qui l'a mis en... Donc, c'est l'espèce de meringue typique des années 80. Alors, c'est un livre des années 90, mais tu te retrouves quand même avec une meringue mariage de la princesse Diana, et on avait dit Spaceballs, hein, clairement, Ouais. pour Ah, on est vraiment dans la meringue. Ouais. Mais elle n'est pas décrite, finalement, cette robe. On sait qu'elle Non. est en blanc et qu'elle a un diadème. Bon, d'accord, c'est cool, mais on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Bah, c'est vrai que pour quelqu'un qui voulait écrire une romance, quand tu lis des romans à l'eau de rose, t'as quand même toujours beaucoup de descriptions sur les robes, sur les bijoux, sur le mec qui est complètement subjugué par la beauté de la nana. Alors on a un peu ça quand elle rencontre Isolder, mais que de façon inversée, parce que c'est lui qui est super beau, forcément il vient d'Apès, et il la couvre de bijoux, il la couvre de trésors de son consortium, de son petit coin de la galaxie, etc. Mais tu n'as pas... c'est pas focalisé sur Léa, alors que quand c'est un regard féminin, bien sûr qu'on va s'apesantir sur toutes les qualités esthétiques et autres du mâle dominant, mais pour que les lectrices puissent s'identifier à l'héroïne, on va aussi beaucoup insister sur son physique. Et finalement avec Léa, on a le service minimum, il s'est plutôt intéressé au physique des sorcières de Dathomir et de Ténéniel, donc encore une fois des personnages secondaires. Mais ça, c'est parce que... Je pense que c'est parce que Léa, on la connaît, parce qu'on la visualisait avec Carrie Fisher telle qu'elle était à l'époque. Donc si tu veux, elle était identifiable, c'est peut-être pour ça. Mais par contre, je me demande, mais si ça tient pas au fait que le point de vue au moment où Léa arrive, c'est celui de Luc. Ce qui est bizarre. Ouais, on est dans la tête de Luc pour le mariage. Parce que qu'il c'est en le retard, témoin, etc. Ouais, c'est ça. Mais tu dis non, effectivement, le témoin, ça devrait... Je veux dire, le point de vue devrait pas être celui de Luc à ce moment-là, hein, qui voit sa sœur. Tu pourrais au moins avoir le point de vue de Anne. Je veux dire, il a pas galéré pendant tout le roman pour essayer de se la pécho, pour que ce soit même pas lui qui voit arriver sa promise dans sa robe de mariée à la fin. C'est d'autant plus aberrant que Luc et Léa, on les a pas sentis très très proches pendant... pratiquement tout le livre, alors qu'à un moment donné, ils se contactent à longue distance, mais il la sent troublée, mais ça s'arrête là. Et qu'est-ce que tu veux qu'un moine en devenir s'extasie sur la parure de sa sœur Au contraire, je pense s'il adopte le point de vue de Luc, et pour éviter le cringe de l'épisode 5, il va absolument pas s'extasier sur combien elle est belle. Donc il dit juste qu'il ressent à quel point elle est heureuse, voilà, d'épouser Anne après toutes ces péripéties. Ça aurait été mieux qu'on soit dans la tête de Anne ou de Léa, parce que Léa, elle nous échappe dans ce livre en fait. On la cerne pas quoi. Elle passe surtout pour une mégère qui s'énerve, etc. Puis après une femme d'action, mais pas à la place du conducteur quoi. Elle est sur la banquette arrière pendant tout le roman, ce qui est un peu délirant vu que c'est à propos du fait de faire sa cour à Léa quoi. Donc c'est en ça qu'on la reconnaît pas aussi. Mais tu me diras, on reconnaît pas Han Solo non plus parce que je veux bien qu'il aille dans les bas-fonds pour essayer d'accumuler des richesses et puis soigner sa dep une fois qu'elle l'a rejetée, mais de là lui faire une popote immonde sur le Faucon Millennium, à mettre les chandelles au lieu de jouer à l'espèce de jeu d'échecs, le nom m'échappe, mais avec les monstres en 3D, là, avec les holos, non, là, tout de suite, ça... On le visualise beaucoup moins bien, hein, ça passe beaucoup moins bien. Surtout quand tu sais l'état du faucon, hein. C'est-à-dire que ça fait pas rêver, tu dis que là, si c'est pour aller dormir dans le lit ou qui partage avec Choui, ça sent quand même le poil de chien mouillé probablement là-dedans. Forcément, c'est pas l'endroit très romantique. Mais alors, peut-être justement, on pourrait reparler de son projet de conquête, hein. Donc du coup, comme Léa est en peine de planète, et premier projet, c'est de lui apporter une planète, puisque il se dit que c'est la seule raison pour laquelle elle accepterait d'épouser Isolder, c'est parce que il peut lui permettre de faire son Alderaan bis. Donc du coup, il me faut une planète. Et alors là, c'est Jula à la Lando, hein, c'est-à-dire qu'il a pris l'habitude, ou comme il a gagné à peu près tout dans sa vie avec le jeu,
le faucon, tu vois, déjà pour commencer. Il s'est dit, bah tant qu'à faire, je vais aller gagner dans les bas-fonds de Coruscant, comme tu disais, je vais aller me gagner une petite planète. Et il gagne Dathomir, une planète dont il n'a jamais entendu parler. Luke est sur la piste de cette planète parce qu'il a retrouvé des artefacts Jedi, machin. Donc d'un seul coup, tout le monde veut aller sur Dathomir, tu vois, c'est the place to be. Et en fait, c'est pourri comme plan parce qu'elle est en plein territoire de String, là, le seigneur de la guerre avec son reste d'impériaux, là. Et une fois que t'arrives sur cette planète, bah, tout le monde veut ta peau. Les rancors, les Amazones montées sur les rancors, les sœurs de la nuit qui jettent des sorts et tout, qui font flipper, qui ressemblent à des harpies. T'avais relevé ce parallèle déjà précédemment, parce que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette partie du podcast, pour info. Donc c'est une purge jusqu'au bout, ce truc. Parce qu'en plus, il faut qu'on se souvienne de ce qu'on avait dit la dernière fois. Ah, c'est ça. Non mais voilà, c'est vrai que merde, tu peux faire... Alors non mais les harpies on va en parler après, mais c'est vrai que tu peux faire confiance à Anne pour gagner la pire planète. Tu pensais que c'était Tatooine, mais non. Peut-être que finalement ça aurait été encore pire si Rey elle avait enterré le sabre sur Dathomir. Mais c'est encore pire parce que c'est vraiment infesté. Et alors je t'avais dit, dans la première version j'avais dit ça aussi, j'ai lu ça, alors pour te dire à quel point je le prenais de manière sérieuse, ce bouquin, je l'ai lu comme les contes de la rue Mouffetard, quoi, de Philippe Broca. C'est vraiment ça, c'est-à-dire il a gagné sa planète Dathomir, c'est la sorcière du placard à balai. Vraiment littéralement, puisque dans son placard à balai, il a une sorcière, quoi. Et il se fait entuber comme le mec de l'histoire. Vous avez forcément lu cette histoire quand vous étiez enfant, parce que il y a une entourloupe, parce que quand on lui refile la planète, les gens qui lui refilent la planète, ils savent très bien que c'est une arnaque ce truc et qu'il va être le seigneur de rien du tout. Donc pareil que dans l'histoire, et ben sorcière, prends garde à ton derrière. Je veux dire, faut éviter de se ramener trop, et tu finis par te faire bouffer, soit par un rancor, soit électrocuté par une sorcière Dathomir Palpatine, ou alors par String, qui est quand même, alors lui, une ressucée de tous les méchants de James Bond, enfin voilà, de tous les vilains de James Bond, mais en mode parodique. Pour le coup, tu vas pouvoir y aller en Austin Powers, je sais que tu adores ça. Donc le mec, il est décrit grassouillet, moustache, peut pas faire une phrase sans balancer des insanités apparemment. Et alors il a un plan machiavélique, mais c'est soit c'est l'époque Roger Moore, soit je suis sûre qu'il y a une époque quand même Sean Connery aussi où il y en avait. Mais alors le méchant qui a son plan avec des satellites qui vont faire une couverture sur la planète, que du coup si tu réponds pas à ses exigences, il va faire un lockdown sur la planète, que ça va être la glaciation parce que le soleil ne passera plus. Tu sais quoi, ça m'a fait penser aussi, ça m'a fait penser au programme Star Wars de Reagan. Oui, bien sûr. Moi aussi, je me suis dit, en même temps, attends, il y a peut-être un commentaire là-dessus. Oui. Complètement what the fuck en fin de guerre froide, là. Il avait appelé le programme Star Wars pour dire à quel point c'était du what the fuck. Donc je me demande s'il n'y a pas un commentaire inconscient là-dessus. C'est un commentaire méta, voilà, exactement. En fait, c'était un joli clin d'œil. Et puis nous, on trouve ça naze. Mais c'est vrai que ça fait plus, programme d'armement que tu peux voir dans les films d'espionnage ou façon James Bond, que ce qu'on a eu jusqu'à présent dans Star Wars. C'est quand même des mecs qui construisent des armes de destruction massive avec un laser qui te fait exploser des planètes, et d'un coup on se retrouve avec un réseau de satellites espions, tu vois, avec des... Limite il te manque plus que les drones et tout, comme tu peux voir dans les Marvel et les machins. Bah c'est over the top pour un méchant James Bond à l'échelle de notre planète, si tu veux, mais c'est sûr quand t'as connu l'Empire à l'ancienne, le mec il passe pour un charlot, quoi. Puis physiquement, t'avais évoqué aussi, c'est un Hercule Poirot vieillissant qui parle argot, qui s'est juré dans je sais pas combien de langues et... même son nom il fait pas sérieux, tu vois, il est mot contre triple Scrabble, mais je veux dire... il est tellement pas sérieux que j'arrive pas à m'en souvenir, c'est pour ça que je l'ai baptisé String. Le vrai méchant, enfin celui qui est censé être le Overlord, il est ridicule. Par contraste, les sœurs de la nuit, elles en deviennent encore plus intéressantes, quoi. Les sorcières toutes moches, toutes dévorées par l'utilisation du côté obscur de la force. Mais ça va avec justement les bonnes intentions, mais qui peuvent être ambiguës ou ambivalentes de l'auteur, c'est-à-dire que du coup, ça redonne le coup de projecteur sur les femmes, puisque les femmes sont beaucoup plus intéressantes, et on s'était dit, toi et moi, que vraiment, c'était ce qui nous avait plu le plus. Là-dedans, on vous le donne en mille, c'était les sociétés matriarcales qui sont décrites, que ce soit Apès ou les Sœurs de la Nuit, et ça, c'était ce qui nous a intrigué le plus. Alors, c'est vrai qu'Apès, on n'en voit pas grand-chose, et c'est là que on peut replacer ce que tu disais avant, quand on avait discuté des harpies. Moi, effectivement, je m'étais posé la question sur le moment, dans quelle mesure Apès
est à mettre en relation avec ce terme-là, les harpies, qui sont des créatures hybrides, femmes, oiseaux, serpents, un peu dragons, enfin tu vois, il y a un côté un peu reptilien aussi. Un mix, ouais. En tout cas, voilà, exactement. 2 créatures qui sont normalement codées comme féminines, puisque par dérivation, c'est devenu une insulte pour parler d'une mégère, d'une femme. Enfin, qui a la voix criarde, etc. Voilà. Et qui, dans la mythologie, sont normalement des monstres qui harcèlent certains personnages masculins en leur volant leur nourriture et en laissant derrière des excréments. Oui. Charmant. Des chieuses, quoi. C'est des chieuses. Donc, c'est pour ça que c'est devenu une bonne façon de dire les femmes. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas les femmes de Apès comme des harpies, à part sur le plan, on va dire, du comportement, puisque tu peux dire que la tartagueule, la Tahachoum, c'est une mégère, c'est une harpie parce qu'elle est machiavélique, méchante, enfin, que j'avais dit la bitch de drama chinois, tu vois. C'est ça. Par contre, ça va bien avec les Sœurs de la Nuit, qui sont des créatures hybrides parce qu'elles sont à la fois décrites comme des insectes, avec ces espèces de... Enfin, souvent, j'avais dit, il y avait le parallèle avec les insectes qui a été fait pendant tout le roman. Mm-hmm. Et également, elles sont vêtues de peau de lézard ou de peau de créatures reptiliennes. Et finalement, leur design en fait ces créatures mythologiques que tu pourrais imaginer, tu vois, telles que conçues par Ray Harryhausen dans Jason et les Argonautes ou Le choc des titans et compagnie. Le choc des titans. Je voudrais revenir sur la notion de harpie, le fait que y a la voix, qu'elle pousse des cris vraiment insupportables. Dans l'heroic fantasy ou dans le jeu de rôle, quand t'as des harpies, souvent elles te piquent des points de vie au combat en griffant et en criant. Et la parole, c'est vachement important dans le roman au niveau de la pratique du côté obscur par les Sœurs de la Nuit et les Amazones, c'est-à-dire les gentilles qui sont restées sur Dathomir, qui n'ont pas basculé du côté obscur, mais qui pratiquent... Parce que c'est le clan des chanteuses, c'est le clan... Singing Clan Mountain. Et en fait, toutes ces femmes, ou presque, sont obligées de passer par des sortilèges qu'elles récitent à voix haute, des incantations, etc. Vraiment, donc on est dans le répertoire des sorcières telles que nous, on peut les connaître même dans le fond culturel judéo-chrétien. Hein. Alors que l'enjeu, ça va être aussi pour Luc d'apprendre à Ténéniel à utiliser la force comme un Jedi, c'est-à-dire sans avoir recours à la parole, sans avoir recours aux superstitions, aux incantations. Donc j'avais pas fait gaffe quand on en avait discuté pour la première version de ce podcast, mais t'as les harpies qui ont recours aux incantations et l'idée c'est pour les gentils d'utiliser la force sans parole en fait. Tu vois, d'où l'intérêt, tu vois, d'avoir des problèmes techniques, mais je rebondirais là-dessus en disant que c'est là que je trouve que le roman peut être parfois ambivalent malgré ses bonnes intentions. Hein, encore une fois, j'assume la bonne intention de l'auteur et son côté féministe, on va dire. Sauf que dans cette manière de faire qui met que c'est Luke qui est le modèle à suivre, tu as donc, c'est le modèle masculin et c'est le modèle des Jedi qui prédomine et c'est également le modèle qui donc prive les femmes de leur voix et de leur expression. Et qui renvoie leur façon de pratiquer la force à l'échelle de superstition. Lui, il est beaucoup plus cheaté, il est beaucoup plus fort, etc. Donc, dans le sous-texte, je pense pas que c'était une intention de l'auteur, mais ce qu'on peut en lire, c'est que il faut passer par un ordre religieux, masculin, phallocrate, dépourvu de sentiments, pour faire fermer leur gueule aux femmes qui pratiquent la même magie, etc. Finalement, on retrouve cette dichotomie ordre religieux monastique et sorcière, ou animiste, ou Wicca, templier qui tomberait chez des sorcières ou dans un nid de chaman, tu vois. Ouais, c'est ça, genre, ou chez les druides, et qui seraient en clash complet avec leur pratique et leurs croyances, en fait. Donc, c'est vrai que ce sous-texte-là, il est beaucoup moins sympa, quoi. Bah, sauf que les druides, ça reste encore une société assez masculine quand même, parce que c'était quand même les hommes qui officiaient. Mais c'est vrai qu'ils gardent, même si il y a une remise en cause du patriarcat d'une certaine manière qui est fait plusieurs fois, en le même temps, il met quand même les femmes dans l'opposition classique qui est nature, primitive, liée à la parole et à des choses animales, reptiliennes, etc. Donc voilà, nature. Et de l'autre côté, Luke qui représente le civilisateur, tu vois, l'homme blanc qui représente la civilisation. En plus, au début, quand il est en train de se balader avec ses bites, là, c'est pour chercher des archives. Donc c'est quand même encore la parole, enfin le texte écrit, le texte contre la parole. Donc c'est l'ancienne opposition entre ce côté nature-culture là que tu retrouves dans le roman. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si on a des personnages de femmes fortes, alors pas Leia, hein, elle passe vraiment pour une
une girouette pas sûre d'elle, ou une mégère, donc une forme de harpie aussi, parce qu'elle fait la gueule à Anne. Une fois qu'ils se sont crachés sur la planète de Dathomir, bah oui, parce que ça allait forcément partir en cacahuète, son affaire à lui. Elle est assez odieuse avec lui, jusqu'à ce qu'il soit vraiment en danger sur la planète, et là, elle se radoucit un petit peu. Donc elle passe un peu pour une sorcière aussi, elle. Et à côté de ça, tu as aussi finalement les mecs qui disposent aussi des femmes comme ils veulent, ou qui les influencent. Enfin, je veux dire, Anne, il enlève Leia. Ah bah voilà, oui, c'était le plan qu'on a zappé parce qu'on est reparti en live, mais c'est vrai que quand il gagne la planète et qu'il lui offre la planète, elle en veut pas de sa planète. Ça veut dire qu'elle a l'habitude avec Han Solo, donc elle doit sentir qu'il doit y avoir une entourloupe, potage. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et puis en fait, parce qu'elle n'est pas intéressée seulement par la planète, parce que, et c'est là que, comme on dit, on a du mal avec Leia, c'est que elle est vraiment intéressée par ce mariage avec Isolde. Voilà, elle jure que par le beau gosse, si tu veux, Han Solo, elle a oublié. Donc du coup, il est obligé de faire la technique qui va joyeusement transmettre à son héritier dans le canon, qui est, bah écoute, la nana, t'as qu'à te l'enlever, mon gars. Donc tu te la paralyses. Alors à la limite, là, je retrouve Han Solo, hein, effectivement. La nana, tu te la paralyses, puis tu te l'embarques. Et on se retrouve, comme je t'avais déjà dit, du coup, ça on se répète, dans les mêmes projets qu'on peut voir, alors dans moult histoires, mais récemment sur Netflix, puisque on a remarqué que Netflix, vous le suiviez, hein. Donc cette adaptation d'un roman polonais qui est un petit peu le 50 Shades of Grey polonais, donc qui est un porno soft, porno chic, euro trash machin, donc d'une nana polonaise qui se fait enlever par un mafieux italien qui lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Alors, spoiler, il lui faudra moins de temps pour tomber, parce que c'est vrai que qui pourrait résister à un mafieux qui t'enlève, qui te séquestre et qui te paye des fringues et machin. Alors, tiens tout de suite à dire à quel point ce truc était naze et que ça véhicule justement pour le coup pas mal de messages hyper toxiques et dysfonctionnels. Je suis bien d'accord. Mais là, en tout cas, c'est la même démarche, c'est-à-dire Han Solo, il décide de faire enlèvement et séquestration comme un plan romantique. Bon, la différence, c'est qu'eux, ils ont déjà une relation avant et qu'il va pas lui faire du mal et que de toute façon, elle va vite en fait lui mener la vie dure, c'est-à-dire le mec qui prend la main et qui enlève la fille, à peine elle est sortie de la valise dans laquelle il l'avait cachée pour la mettre à bord du Faucon. Je veux dire, grosso modo, on va dire ça, il l'avait mise dans un paquet Colissimo et puis dans un truc de contrebandier là. Voilà. Et dès qu'elle en est sortie, etc., bah Mémère elle reprend la main et elle va bien lui faire sentir que c'est qui le patron, qui c'est qui porte la culotte. Donc tu vois Han Solo avec la popote, tu l'imagines avec son petit tablier à fleurs, tu sais, en train de cuisiner sa grosse langouste. Et alors elle est contente de rien. Et puis il l'amène sur sa planète en disant viens voir chérie, c'est la lune de miel à Venise. Et puis alors laisse les gondoles à Venise. Mais alors le Faucon, il se retrouve craché parce qu'il est incapable de chaque fois de faire un atterrissage correct. Enfin, ce pauvre Faucon, je sais pas comment il continue à fonctionner. Non, puis il arrive, la planète, elle est juste complètement cernée par tous les vaisseaux de String, oui. Toute la flotte de String. Et puis même quand t'arrives au sol, t'es pas à l'abri de machin, parce que là ça part en King Kong avec des empreintes géantes de créatures, mais qui se trouvent être des rancors. Et bon, merci les rancors, on avait bien besoin de revoir des rancors. Alors maintenant on sait que les rancors... Encore des rancors, tu vois. Encore des rancors. Alors quitte à nous faire des rancors sympathiques, ils auraient pu lui mettre une corne et machin. Ils nous ont pas fait le coup avec les ailes, parce que ça existe effectivement dans l'univers étendu, donc ceux-là ils volent pas, mais alors tu leur mets des selles, alors il y a une selle pour lui, une selle pour elle, et puis Ukocotte vient chevaucher mon rancor. Et tout ce joli petit monde, ils se baladent, ils sont là tirés à la courte paille, qui c'est qui montera avec qui, etc. Non. Franchement, c'est fou. On nous prend pour des cons. Et des connes. Aussi, surtout, oui, parce que nous faire croire que c'est bien. Attends, t'as vu la gueule du rancor? Ça envoie pas du rêve. Tu veux en faire un animal de compagnie? Non. Ça bave plus qu'un grand danois. Faut arrêter là. Enfin, je veux dire. Ça doit puer de la gaule. Ah bah ça doit avoir une haleine de chacal. Et encore, je suis gentille quoi. En plus, alors donc à un moment donné, Isolde et Luke créent une espèce d'alliance improbable pour aller récupérer Anne, Leia, machin sur Dathomir. Bon, Luke il veut aussi récupérer les infos. C'est le début de la bromance. Ouais, c'est ça. C'est la bromance entre Luke et Isolde. Donc ils arrivent sur la planète et puis là ils se font choper par Ténéniel. Oui, et c'est là que tu dis qu'au niveau des noms, il a quand même un petit peu louché du côté du Seigneur des Anneaux, parce que ce soit Ogwyn ou Ténéniel, tu sais, je me suis dit ok. C'est des noms d'elfes. Ça fait des noms quoi. un peu.
Un peu quand même, un petit poil. Ça s'est un peu vu quand même. Et donc du coup, Ténéniel, elle les voit tous les deux et elle les prend comme esclaves, parce que c'est comme ça chez elle, et comme mâle reproducteur. Alors, elle a surtout repéré Luc, parce qu'il utilise la magie comme elle. Enfin, la force, quoi. Elle, ce qu'elle appelle la magie, elle sait pas que c'est la force. Et, mais lui, il en veut pas, quoi. Ah, il est tenté quand même, à un moment, il se dit ça peut faire de bons gènes, tu vois, pas contre le fait de... Puis ça fait sa mission civilisatrice, si tu veux, aussi, hein. C'est un moyen de répandre la bonne parole Jedi, tu veux, il se demande si c'est un bon moyen. Mais il apparaît vraiment comme le Christ ressuscité, il ressuscite presque littéralement d'ailleurs à la fin, il est hyper cheaté, là, des pouvoirs, mais là c'est vraiment le power fantasy pour le fanboys de base, quoi. C'est comme Anne, il est un petit peu émasculé pour faire la conquête de Leia. Ils ont tout misé sur Luke, je crois. Et Isolder, qui est quand même assez badass, pour que les mecs, ils trouvent leur compte aussi. Ouais, mais Isolder, je dirais que c'est plus... Tu le trouves badass, pour moi, c'était plus pour faire rêver les filles, j'en sais rien, je sais pas, parce que du coup, Han Solo, il fait pas rêver les filles. Et Luke, je vois pas comment, enfin, qu'on nous dise... Enfin, moi, mais c'est vrai qu'il m'a jamais fait rêver non plus, Luke. Hein, ah non, c'était Anne. Sur ce plan-là. Voilà, exactement. Mais bon, Luke, à la limite, t'aimerais bien aller te taper une bière avec, mais le problème, c'est que je suis pas sûre qu'il aille se taper une mousse à la cantine. Donc... Non, surtout Luke avec sa salamandre magique, alors ça, non, ça c'est pas possible. Pour moi, la salamandre, c'est François Ier, hein, c'est pas Luke Skywalker, ça suffit maintenant. Non, mais moi je t'ai dit, c'était surtout la Reine des Neiges 2, mais bon, ça, il pouvait pas le savoir. Mais en fait, il est prophétique, je te dis, ce bouquin, parce que c'est vrai qu'il a annoncé pas mal de choses d'après. Mais c'est vrai qu'en plus, comme je t'avais dit, moi je l'ai très mal vécu, cette résurrection de Luke par une salamandre magique, que la Force, elle voulait le ressusciter. Parce que c'est vrai qu'à l'aune, quand même, de l'ascension de Skywalker, d'avoir le lézard magique qui vient te ressusciter parce que la Force te le demande, tu te dis mais alors mais moi j'en avais 2 à ramener à la vie, ça pouvait pas balancer une grenouille, je sais pas, tous ceux qui ont précédé, un cafard, combien elle en a laissé canner la Force, elle s'en fout en fait, enfin je veux dire elle pouvait quand même envoyer un porc à Ben ou quelque chose, tu vois, c'est pas... Touche pas, Luc. Non, parce que c'est vrai que ça aussi, parce qu'ils ont voulu... Alors, là aussi, c'est vrai que comme tu as dit, il est cheaté. Mais il y a un moment où il se fait torcher la gueule par la très très méchante sorcière de la nuit. Cousine, sœur, je sais pas, de Palpatine, on saura jamais. Parce que bon, déjà, ça fait d'elle une méchante qui tient la route, sérieuse, ouais. Voilà, qui va être crédible parce que tu comprends, elle est arrivée à mettre Luke au tapis. Et en plus, ça permet d'avoir le moment d'introspection, on va dire, sympathique à Vador, qui est, du coup, Vador, il ne voulait pas vraiment ma mort, parce que s'il avait vraiment voulu ma mort... Dark Vador l'a ménagé, oui. C'est vrai qu'il voulait pas le tuer, hein, il voulait l'embaucher, donc... Tandis que celle-là, elle s'en fout, si tu veux, de Luke, oui. et ses salamandres magiques. Donc du coup, elle était prête à le buter, mais malheureusement, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout de son projet, et donc la Force décide de contourner le truc. Mais c'est vrai que c'est histoire de dire qu'il n'est pas un Garistou, je pense, qu'ils nous ont fait cette séquence-là, parce qu'il a une faiblesse à un moment, parce que pour le reste du temps, c'est quand même, comme tu dis, c'est super Luke, hein, rien ne le touche, hein, c'est un mélange de Superman. Bah, c'est ça en fait, je te dirais quand même que la plupart des héros, même dans la mythologie, ils ont tous un point faible. T'as toujours un moment où tu crois que tout est perdu avant qu'ils reviennent encore plus forts que jamais et qu'ils foutent sa race aux méchants. Donc finalement, ça suit quand même les standards du héros d'action, que ce soit dans l'Antiquité ou les super-héros. Enfin, je veux dire, même Superman, il a sa kryptonite. Donc c'est pas déconnant, quoi, que ça a été écrit comme ça. C'est juste que... Moi, je regrette qu'elle l'ait pas buté, parce que Luke, ce Luke-là, j'en veux pas. Ça me fait trop chier. Bah, c'est juste que ça a fait quand même un peu trop gros après le Jésus-Christ superstar, quoi. C'est ça, c'est le côté... Et je rappelle qu'il n'y a qu'un seul Space Jésus, et ce sera Obi-Wan McGregor. Voilà, point. Donc maintenant, vous arrêtez. Il y en a pas d'autres. Donc on arrête maintenant. Bon, c'était avant Obi-Wan McGregor, à sa décharge, Dave Wolverton. Il n'avait pas encore été embauché dans la prélogie, donc il ne peut pas savoir qu'il en allait avoir Space Jésus. Donc il a peut-être essayé d'en vendre un. À la fin, t'es obligé de te marrer, même si tu ris jaune, quand Luke il fait 5 trucs en même temps avec la Force, il puise dans la Force de façon illimitée. On avait évoqué les piles Vondaire, le petit lapin avec sa Duracell. Dans le Faucon où tout le monde est là, mais qui c'est qui pilote le Faucon? Ah, c'est Luke. On devrait l'aider. Non, laisse-le faire, il est trop bien. Dans le même temps, Luke, il te pilote le Faucon, il fait un frichti, je suis sûre qu'il cuisine mieux la langouste que Han Solo. Il boit son Diet Coke. Et même, il va pisser, probablement. Je le soupçonne d'avoir lancé la machine à café aussi, d'être en train de faire du café. Aussi.
Pour les autres, évidemment. C'était bien un déca que t'avais commandé. Ouais, d'accord. J'ai un visuel du barista complètement débordé chez Starbucks. Bah lui, non, Luc, tranquille. Il faisait ça tranquille, en sifflotant. Non, mais faut arrêter, quoi. Les pieds sur le... les pieds sur le tableau de bord du Faucon Millenium, tu sais, avec les doigts de pied en élan. Tout ça grâce à la force. Cette pute. Ah non, mais c'est... Ouais, moi je maintiens ce que j'ai préféré, c'était l'aspect sœur de la nuit. Cette autre façon d'appréhender la force, qu'apparemment c'est pas bien, la façon des Jedi est mieux, gna gna gna, bon bref quoi. Et puis Isolder et Ténéniel, leur histoire, je l'ai trouvé chou aussi. Isolder, moi il m'intéressait pas avant Ténéniel en fait, très honnêtement. Ouais, bah c'est un peu l'Apollon qui a été posé là, qui est présenté quand même comme une espèce de dieu grec vivant, magnifique, qui les fait toutes tomber en pamoison quand il arrive sur Coruscant, il se présente à la princesse Leia quoi. Et puis il fallait en faire un candidat sérieux face à Han Solo, je pense que c'est pour ça qu'elle calcule plus Han, parce qu'elle a Dieu que pour l'autre, quoi. Elle s'imagine sûrement déjà en train de faire des calibates avec, comme tout le monde. Et le personnage devient vraiment plus intéressant une fois qu'il est... Il est perdu sur Dathomir avec Saint-Luc prier pour nous et qui tombe sur... Enfin, plutôt que Ténéniel leur tombe dessus, quoi. Bah, c'est-à-dire que oui, il gagne en profondeur à partir du moment où il rencontre l'autre personnage secondaire qui également devient qui est intéressant dans sa relation. De toute façon, elle est la plus intéressante dans tout son arc. Hein. Oui, parce qu'en plus, c'est un personnage, quand on la rencontre, elle est exilée parce qu'elle a utilisé la force d'une manière non conventionnelle, ou en tout cas avec violence, parce qu'elle était vénère après ses collègues, là. Et donc, du coup, elle est punie. Et donc, elle est punie à aller faire pénitence dans le désert. Hein, quoi faire d'autre C'est un grand classique. Dans Star Wars, d'ailleurs, voilà. Exactement. Mais sauf que leur manière de faire, elle est quand même moins bâtarde que la plupart... de ce genre d'acte de contrition, parce que même si elle est isolée du clan, reste en contact avec le clan et elle revient régulièrement pour donner des nouvelles, tu vois, relever son courrier, arroser les plantes, enfin j'en sais rien, mais elle reste en contact. Donc, il faut qu'elle réfléchisse à ça, et puis elle en profite, comme tous les exercices de contrition dans le désert ou de méditation, par se laisser porter par ses visions et ses rêves, et donc son rêve, un de ses rêves, c'était tu vas rencontrer ton Jules sur une épave. Et je t'avais dit qu'effectivement, déjà, quelque part, ça pressentait, et c'est là que peut-être que tu peux parler, quand on avait parlé, je crois, de la fanfic de d'Historism, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, ça annonce d'une certaine manière le personnage de Rey, parce que Rey, on la rencontre également en train de tourner autour d'une épave et de casser la gueule à ceux qu'elle rencontre. Bon, sauf que bon, c'est pas elle qui va mettre le grappin sur son Jules, bon, même si elle rencontre un candidat potentiel sur Jakku, mais il y en a un qui passe pas loin, bon, sur lequel elle a pas tout de suite l'occasion de mettre le grappin, mais qui finira par lui mettre le grappin dessus sur Takodana. Donc il y a bien aussi ce côté du fiancé à trouver. Donc bah oui, je suis désolée, c'est pas rétrograde de le dire, c'est comme ça. Ah bah c'est un ressort mythologique, c'est la recherche du mari perdu ou la recherche de la fiancée perdue, c'est quand même... c'est des grands classiques, quoi. La Belle et la Bête rentrent dans cette catégorie, donc... C'est vrai que quand c'est le cas pour un garçon, tu dis pas que c'est rétrograde. Quand un garçon, il doit aller délivrer une princesse ou aller chercher une fille, ou qu'il récupère une fille en récompense de son voyage, c'est normal. Mais si c'est une fille, on dit que c'est rétrograde. Bon, c'est pas grave. Bah oui, mais bon, il y a toujours deux poids, deux mesures, ça on le sait, ouais, quoi. Pas s'en sortir. Mais c'est vrai que du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle nous a bien plu finalement, Ténéniel, parce qu'elle est sensible à la force et utilisatrice de la force comme Rey, mais qu'elle a aussi ce côté ambivalent parce qu'elle est capable d'être violente et qu'elle doit apprendre à contrôler, etc. Il y avait des choses qui sont des choses qui nous ont séduites aussi chez Rey finalement. Oui, parce qu'elle a le potentiel de basculer du côté obscur et de devenir une sœur de la nuit. C'est bien pour ça qu'elle a cette période d'exil et d'introspection imposée par les membres de sa tribu qui justement savent à quoi ça mène de céder à la violence en utilisant leur magie et qui lui disent fais gaffe parce que tu files un mauvais coton ma fille, tu vas pas finir comme une de ces harpies moches comme un pou qui bute tout ce qui bouge et donc c'est en ça qu'elle fait penser à Rey, ouais. Effectivement, où c'est un précurseur du personnage de Rey, et c'est un genre de personnage qui a sa place dans Star Wars, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle fonctionne très très bien, quoi. C'est juste dommage que dans la foulée, elle rencontre l'homme de sa vie. Bon, en l'occurrence, c'est Isolder, c'est pas Luke. Mais Luke la prend comme une apprentie, elle lui a pas vraiment demandé de lui apprendre la force, mais il la prend sous son aile quand même. Il dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Faut pas pratiquer la force comme ci, comme ça. Mon connard, t'as l'occasion rêvée d'étudier une autre façon de pratiquer la force
Force, t'as pas été endoctriné en plus dans une académie Jedi depuis ton plus jeune âge, normalement tu devrais être le candidat idéal pour t'ouvrir à d'autres façons d'utiliser la Force, à d'autres cultures et sortir du carcan Jedi. Eh ben non, c'est pas du tout ce qui nous est proposé et c'est bien dommage. Oui, parce que là, il est quand même face à lui des gens qui utilisent la force depuis bien plus longtemps que lui, parce que les Sœurs de la Nuit, elles datent d'un moment en fait. Elles sont très âgées, je veux dire, et donc elles étaient là largement. Enfin, à un moment, justement, ils expliquent comment Yoda, il s'est fait mettre sa race quand il a essayé de venir sur Dathomir. Ouais. Donc, je veux dire, voilà, il aurait pu apprendre de ces femmes-là aussi. Il aurait pu apprendre, pour le coup, avoir à la fois l'éclairage du père et l'éclairage de la mère, parce qu'elles n'étaient pas toutes achetées là-dedans. Le clan de Ténéniel, c'était pas des très méchantes femmes. Donc il avait également quelque chose à apprendre. C'est pour ça que c'est dommage. Encore une fois, il y avait des pistes intéressantes qui n'ont pas été exploitées, mais parce qu'on se retrouve à droite, à gauche, enfin pas forcément... Ouais, et puis finalement, ce qui l'intéresse lui, c'est de récupérer les archives qui étaient dans l'académie volante qui s'est échouée sur Dathomir et que Yoda n'avait pas pu récupérer parce que les sorcières lui ont foutu sa race, quoi. Et de faire une académie également. Et de faire une académie en prenant tous les trucs qui sentent le moisi des Jedi, au lieu de s'intéresser, donc de rétablir une culture morte, un peu comme la tentative désespérée de Leia de recréer Alderaan 2.0, quoi. Je veux dire, Alderaan, c'est fini, quoi. Les Jedi, c'est fini. Là, t'as la chance d'arriver dans une culture vivante, en complète évolution, où tu vas pouvoir apprendre d'autres façons d'appréhender la force, élargir tes horizons, etc. Non, est-ce que vous avez retrouvé des holocrons dans l'épave ? Bah, t'es con, mon vieux, enfin, je veux dire... Ouais, mais par contre, contrairement au Luke de la post-loge, j'ai envie de dire, il a pas essayé, lui, de choper des bambins, tu vois, parce que ça, c'est un truc qui a été introduit par la prélogie. Comme la prélogie, elle est tombée après ce livre, on n'est pas obligé de se taper les bébés de Jedi. Que c'est mieux de les prendre dès le berceau à leurs parents, parce que c'est là qu'il faut les former pendant que leur esprit est le plus plastique possible, si tu veux. Ce qui est valable pour tout mouvement religieux, philosophique, politique, forcément, hein, plus tu les prends jeunes et plus toute secte, hein, j'ai envie de dire, là, carrément. Oui, sectaire, oui, bien sûr, c'est exactement ça. Les Jedi, ça passe... Alors, c'était une religion établie dans la prélogie. Quand tu creuses, les débuts, c'est des débuts sectaires, et puis Luke, il recrée une secte, en fait. Enfin, je veux dire, c'est... Sauf que là, il allait chercher des adultes consentants, ou plus ou moins consentants, on va dire. Il était moins à essayer de récolter, il est prêchi-prêcha, mais il endoctrine pas scolaire. Non plus, quoi. C'est, voilà. Non. Et puis en plus, bon, face à lui, même si Ténéniel, elle écoute un peu, elle est droite dans ses bottes qu'elle a pas. Je veux dire, elle reste jusqu'au bout. C'est un personnage fier et farouche, si tu veux. Mm-hmm. Parce que même à la fin, quand Isolder réalise que ça fera une bonne épouse pour lui, qu'il l'admire, qu'il lui voit des qualités de cœur, d'esprit, et qu'en plus il est séduit également par le fait qu'elle soit une utilisatrice de la force dans sa manière de le faire. Donc du coup, qu'il lui propose de devenir la reine. En plus, c'est l'histoire de Cendrillon, donc en plus Rey également, tu vois, cette fille qui vient de Rayen, qui était en exil, et qui, cette Ténéniel personne, bien qu'elle ait un nom de famille, elle, fait que elle peut devenir la reine de ce système d'Apes. Sauf que bon, la marâtre, quand elle apprend ça, non, attends, moi j'en veux pas comme belle-fille, attends, elle a pas eu son bac, tout ça, il n'y a pas de question que elle sait pas tenir une fourchette, un couteau et tout, non, elle va me faire honte dans les banquets. Et les deux, si tu veux, ils s'aident pas, quoi. Ils disent non mais si, on va faire comme ça. En tout cas, elle fait pas coucou panier, elle dit non mais attends, tu m'as vu, tu m'as regardé, tu veux que je te fracasse le crâne? Ce mec-là, je l'ai choisi, c'est le mien, je le veux, je le prends, on se marie, et puis point barre, et elle devient... Donc c'est vrai qu'on termine sur ce happy end qui m'intéresse plus finalement que Leia et son diadème, qui est le couple Ténéniel-Isolder qui vont s'installer sur Apes. Et t'as envie de savoir ce qui se passe après, et malheureusement, quand tu vas voir ce qui se passe après, parce que tu restes sur le happy end, bon, il y a eu des suites qui ont été faites, et dans les suites qui ont été faites, ça sent le moisi, hein, Cimetière de l'amour, Star Wars, etc. Donc ça dure ce que ça dure, le couple il finit par, comme Anne et Leia dans le canon, ils finissent finalement par avoir un certain nombre de dissensions, hein, donc c'est pour ça que les contes de fées s'arrêtent au bon moment, hein, parce que tu peux imaginer qu'effectivement à un moment Cendrillon et son prince, ils auront rien à se dire. C'est la version, la version téléphone, hein, Cendrillon pour ses 30 ans, ses 40 ans, là c'est pareil, quoi. Ténéniel, c'est un peu... elle n'est pas tombée dans la drogue, hein, mais... Non, mais par elle contre, a perdu des enfants, le couple, ils sont éloignés l'un de l'autre face aux difficultés, il bat de l'aile, hein. pour diverses raisons.
Et la vieille Mararte, la saloperie, là, elle finit par profiter d'un moment de faiblesse de Ténéniel pour l'empoisonner, pour se débarrasser d'elle. Elle a attendu son heure, la vioque. Ah bah, faut dire, bon voilà, tu sais que la manière, de toute façon, dont elle est designée à Tahachum, là, avec son voile sur le visage, il y a le côté harem quand même. Parce qu'elle est tellement belle, sinon elle va éblouir les gens qui vivent pas dans le consortium, qui n'ont pas l'habitude de gens aussi beaux, quoi. Même si c'est un système matriarcal qui est à l'opposé du harem, etc. Mais même d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a un harem à l'envers, parce que elles n'ont pas plusieurs époux, mais comme il faut que tu épouses un garçon pour accéder au trône... C'est le système du prince consort, quoi. C'est un peu... Voilà. Tu te maries pour avoir des gosses. Prince consort, qu'on rentre... Voilà, qu'on jette, qu'on assassine, qu'on change, enfin, bon, bref. C'est ça. Ouais, bah, elle fait penser à ces impératrices douairières dont tu parlais, ces fortes femmes. C'est une harpie, c'est une saloperie, c'est une Borgia en puissance, c'est une Catherine de Médicis. Donc, vous pouvez pleurer pour cette pauvre Ténéniel qui va prendre cher plus tard. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas son happy end. Elle aurait mieux fait de rester sur sa planète, tu vois, à botter des culs. Voilà, botter des culs, garder Isolder comme esclave sexuel et étalon pour produire de beaux enfants sur sa planète. Ils auraient tous les deux, ils s'en seraient beaucoup mieux portés, c'est sûr. Tant pis. Pauvre Ténéniel. Bah, et Luke, il a pas vraiment son happy ending non plus. Anne et Leia, c'est pareil, le mariage de la princesse Leia, t'es là, ouais, super, ils se marient, c'est le plus beau jour de sa vie. Mais dans l'ancien canon, dans ce qui est légende maintenant, ils finissaient par perdre un de leurs fils, Jacen, qui basculait du côté obscur, qui est un peu le prototype de Ben Solo, quoi. Sauf que lui, il avait une sœur jumelle, Jaina, celle qui est obligée de le tuer, son propre frère jumeau. Mais pas avant qu'il ait tué Mara, donc l'épouse de Luke. Enfin bon, c'est Chewbacca, il meurt aussi. Enfin bon, c'est... Et c'est les mêmes qui vont te parler de romances toxiques, je tiens à dire. Quand tu vois que là-dedans, c'est quand même un sacré shoot'em up dans Star Wars. Je veux dire, les relations familiales, elles sont quand même foncièrement dysfonctionnelles. Faut arrêter. C'est la grosse merde. Je sais pas quel message on envoie aux enfants, aux adolescents. Balayez devant votre porte, quoi. Vous avez rien d'autre à offrir. Enfin, c'est triste, quoi. Bon, en même temps, c'est vrai que sinon, il y aurait rien d'intéressant à raconter. Mais enfin, bon, est-ce qu'il y a besoin de le faire comme ci, comme ça c'est la question. Après, il y avait d'autres choses dont... Alors, c'est vrai que, comme c'était un prototype pour les Sœurs de la Nuit, on les reconnaît pas forcément, enfin je suis pas spécialiste en Sœurs de la Nuit, j'ai pas fait Sœurs de la Nuit deuxième langue, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu voir, on va dire, dans la guerre des clones, j'ai pas forcément reconnu leur manière de fonctionner, ce qu'on voyait avec Darth Maul ou avec Savage Opress. Ça m'a pas forcément parlé comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait des choses qui nous étaient présentées. Alors, nous, on l'avait vu, tu te rappelles, on était un peu en mode what the fuck, notamment le fameux verre, là, mais c'était pas... Bon, c'était sur l'autre clan, mais quand il y a Anne qui nous sort un verre de 600 mètres de long, là, bon, et qu'il le fout en guirlande de Noël dans un arbre, bon, et on sait pas ce qui se passe. Et après, on s'était fait la réflexion, oui, mais quelque part, c'est bien qu'on comprenne pas ce qui se passe, parce qu'on se retrouve dans la position des personnages, mais comme laisse-moi là, les personnages, on s'en balèque, c'est ça aussi le souci. Mais c'est vrai que eux, ils débarquent en territoire inconnu, et donc, finalement, ils devraient ne pas comprendre les rituels et les pratiques qui sont employées. Alors après, des fois, il y a des choses comme, je t'avais dit, la vision de Han Solo dans son baquet, là, qui avait fait penser à Taram et le chaudron magique, où tu mettais le cochon, là, pour avoir une vision à Montagne. Je sais pas possible. Alors, même si ce bouquin est une purge, on va s'arrêter là pour le commentaire. On n'en a pas épuisé toutes les possibilités, mais on vous laisse le plaisir de le découvrir. Le plaisir, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais... Ah bah, toutes les possibilités, il faut dire que t'as un Luke, un Isolder, un Han, un Ténéniel, et puis j'en ai oublié une Leia, et donc tu me fais les possibilités, voilà. Nous, comme c'est la deuxième fois qu'on enregistre, je pense qu'on a une autre dose, Claire, mais parfois 2 fois c'est la bonne. Ouais, ça nous est arrivé quelques fois. Alors disons qu'en plus, bon, comme on vous avait dit, ce roman a introduit les Sœurs de la Nuit dans l'univers de Star Wars, mais du coup, il y a eu un premier retcon qui a été fait, qui était que il a fallu justifier... Alors, on sait que l'épisode des Ewoks est un best-seller de notre chaîne. Alors, on a bien conscience que c'est un malentendu, parce que les gens apparemment cherchent désespérément à voir le film des Ewoks. C'est ça qui nous trouble le plus. Donc du coup, on se retrouve à cliquer sur notre épisode.
Bon, ok, donc je lui dis on va forcément faire l'épisode 2. Et donc dans l'épisode 2, il y avait une sorcière, on se disait vraiment qu'est-ce que ça vient foutre là. Et comme ils avaient conscience que cette sorcière, il y avait vraiment qui s'appelait Charal en plus, donc c'était saignant. Donc du coup, ils se sont dit ok, on va falloir qu'on justifie quand même ce choix de notre part qui était quand même franchement poussé. Et ben on va dire que c'est la première sœur de la nuit qui est jamais apparue dans Star Wars. Donc grâce à Dave Wolverton, ils ont trouvé une justification à leur personnage what the fuck des Ewoks, la bataille d'Andorre. Oh là là, il va falloir qu'on se tape ce film. Ce sera pour la fin de l'année, hein, ce sera notre cadeau de Noël. Oui, alors attention parce que je suis pas sûre que ce soit un cadeau parce qu'en plus c'est pas un film. Non mais en plus, en dehors de ça, ce roman, c'est quand même un film au niveau traumatique. Non mais attends, là c'est un roman qui se termine bien. Je veux dire que par rapport à la période de Noël, c'est un film où tu demandes où est le gaz quand même parce que ça commence dans mon souvenir, enfin de ce que j'en sais, c'est juste ça commence, tout le monde se fait dézinguer quoi. Je me souviens absolument pas de celui-là. Le premier, je m'en souvenais, celui qu'on a fait déjà grâce parce qu'il y avait à des l'araignée dégueulasse. Oui, mais voilà, le deuxième, blackout total. Ah mais je pense qu'il y a une raison, hein. C'est parce que tu étais dans la position de la blondinette qu'au début voit toute sa famille se faire buter devant elle quoi. Et après t'as dit c'est fini, je ferme les rideaux. Et donc du coup bah ouais voilà, il y en avait une du coup c'était Charal, la sorcière de la nuit. Ah putain. Ils ont pas peur. Et on vous laisse sur cette note saignante, décidément. On aura parlé de fluide corporel pendant tout l'épisode. Ah bah, il y avait une thématique, hein. Je pense qu'il y avait un fil directeur. Manque que la mort vers les crottes de nez et on est bon. Ça va encore bien remonter notre image sur Internet, cette histoire. Ça, ah, c'est sûr, on va encore passer pour des gens sérieux. Ah, écoute, hein, on peut parler de l'abject de Julia Kristeva, et puis ça passe très bien, tu vois. Renure donc, tout ça, ça va avec. Et puis on espère surtout que le prochain épisode sera de plus haute tenue, puisqu'on retrouve avec plaisir John Jackson Miller dans une actualité brûlante des éditions Pocket, puisque c'est sorti juste avant l'été, qui sera Chevalier errant, dont on a pu parler un petit peu avec Lucille Gallio quand elles avaient fait le plaisir de nous donner un entretien avant les vacances. Donc si vous l'avez pas écouté, c'est le moment de peut-être déjà d'entendre un petit peu parler de Chevalier errant, mais nous on est impatiente de lire ce livre. Et de vous faire un retour circonstancié. Donc bonne rentrée again, et puis on se retrouve très bientôt. À très bientôt.